Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans cette dernière table ronde du Coq Vert. Vous êtes bien courageux, bravo. Donc, je vais commencer cette table ronde par une question un peu étrange. Est-ce que l'un d'entre vous pourrait me donner le point commun entre du saucisson, du vin et du fromage? Est-ce qu'il y a deux réponses possibles? Quoi? La fermentation, exactement. Et la deuxième réponse, ce sont des ingrédients d'un apéro réussi, n'est-ce pas? Alors, mais l'intérêt de la fermentation ne s'arrête pas là. Face au défi de nourrir durablement 9 milliards d'êtres humains d'ici 2050, les micro-organismes et la fermentation trouvent aujourd'hui des applications du champ à l'assiette. Ils contribuent à la santé des plantes, des hommes, des animaux et même de l'environnement. Leur potentiel est immense, mais il s'accompagne d'une explosion de données. Des microbiomes du sol aux paramètres de fermentation, chaque étape génère une quantité d'informations précieuses à exploiter. Alors, comment développer et déployer efficacement ces solutions microbiennes? Quel rôle joue l'analyse fine des données pour optimiser ces processus et garantir leur impact positif? Alors, pour répondre à ces questions, nous avons le plaisir d'accueillir Rémi Perrault, CEO et fondateur de la société iMine, qui transforme la complexité des micro-organismes en véritable potentiel d'innovation grâce à la modélisation mathématique. Bonjour Rémi. Bonjour à tous. Et nous avons également Damien Pénaud, CEO de Ferment du Futur, un programme public-privé financé par France 2030 qui vise à accélérer la recherche et l'innovation sur les ferments, la fermentation au sens large pour l'alimentation. Ensemble, ils vont nous éclairer sur les coulisses de ces innovations et sur la manière dont la donnée façonne l'avenir de ces biotechnologies. Alors, une première question pour toi, Rémi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment les micro-organismes tels que les bactéries, les levures, les champignons peuvent-ils concrètement aider, par exemple, un agriculteur à augmenter ses rendements tout en réduisant l'usage d'engrais, de pesticides de synthèse? Alors, il y a plusieurs façons en fonction de la diversité de ces types d'organismes-là. Donc, un exemple, c'est ce qu'on va appeler les mycorhizes. C'est des champignons qui poussent dans le sol et qui vont permettre aux plantes d'avoir accès et de récupérer les nutriments qui sont dans le sol. Et donc, ces mycorhizes, il y a des startups comme Mycophyto, par exemple, qui développent des solutions pour aider les agriculteurs à enrichir en mycorhizes et donc enrichir la capacité des plantes à trouver leur nutrition dans le sol. Et il y a des solutions aussi qui vont permettre de protéger contre des ravageurs, contre des épidémies. Donc, ce qu'on appelle le biocontrôle, donc des micro-organismes qu'on va mettre sur la plante pour la protéger, pour produire à la place de la chimie, de produire directement les molécules sur place. Et donc un exemple bien connu utilisé en agriculture biologique par exemple, c'est le Bacillus thuringiensis. Donc c'est le BT qu'on entend souvent associé aux plantes génétiquement modifiées qui peuvent produire ce BT. Il y a des solutions d'utiliser ces micro-organismes qu'on peut mettre là et ils vont produire un insecticide qui vont protéger les plantes contre des ravageurs, contre des insectes. Voilà deux exemples. Merci. Donc ces micro-organismes ne trouvent pas leur application uniquement au champ, ils trouvent aussi leur application dans notre alimentation directement. Est-ce que, Damien, tu aurais quelques exemples d'aliments issus de la fermentation qui utiliseraient des micro-organismes avec une innovation derrière Oui, bonjour à tous. Donc effectivement, notre alimentation comporte énormément d'aliments et de boissons fermentées. C'est vrai en France, c'est vrai en Europe, c'est vrai dans le monde entier, puisque ça fait à peu près 10-12 000 ans que l'homme a apprivoisé consciemment ou inconsciemment ces micro-organismes pour améliorer son alimentation, pour des raisons de conservation d'abord, et puis ensuite pour des raisons de qualité nutritionnelle, de saveur. Donc il y a tout un ensemble d'avantages liés à la fermentation des aliments. On estime que selon les pays, entre 20 et 40% de l'alimentation est fermentée, donc c'est bien plus que les 3 produits que tu as cités au début. Et le champ des possibles est infini. On peut continuer à fermenter des nouveaux produits pour accompagner les transitions alimentaires. Un exemple très présent aujourd'hui, c'est tout ce qui tourne autour des protéines végétales, par exemple. Donc la possibilité, en utilisant des céréales, des légumineuses,
en les fermentant, d'améliorer leur qualité sensorielle ou nutritionnelle, les rendre plus attractifs pour le consommateur et meilleurs pour la santé. On a aussi tout un ensemble de boissons fermentées non alcoolisées qui se développent actuellement. Vous voyez arriver dans les rayons des supermarchés le kombucha, le kéfir, d'autres produits qui sont tous issus de fermentation bien particulières et qui permettent d'apporter des produits très peu transformés et très sains aux consommateurs. Ça, ce sont des innovations du moment. Et puis après, si on regarde un petit peu plus loin, il y a tout l'apport de la biologie de synthèse, tout ce qui consiste à utiliser les micro-organismes, les ferments, comme des mini-usines pour produire par exemple des protéines ou des lipides ou des colorants ou des arômes, et qui va aussi permettre d'apporter des complémentarités aux filières traditionnelles. Merci. Parmi les boissons, moi je pense que le ginger beer est ma préférée. Donc on voit donc que les solutions microbiennes offrent un potentiel immense à tous les stades de développement d'un aliment. Et donc l'innovation au sens large, elle s'accompagne toujours de verrous. Sinon, il y en aurait beaucoup plus partout. Et donc, quelles sont finalement les principales difficultés rencontrées lorsque on déploie de telles innovations sur le marché? On va commencer par Rémi. Alors, un des verrous qui est la difficulté de développer ces solutions-là, elle est du fait qu'on peut développer des solutions, travailler des micro-organismes en laboratoire, comprendre comment ils fonctionnent, avoir des premiers résultats. Et au niveau agricole, quand on passe au champ, donc un milieu beaucoup plus complexe, ouvert, avec des variations de température, des variations climatiques, bon, en fait, c'est difficile d'avoir des solutions qu'on a pu valider en laboratoire et de passer à les valider en champ. Donc ça, c'est un des grands verrous pour le développement de ces solutions-là. Et c'est dû au fait qu'on va utiliser, comme disait Damien, ces micro-organismes comme des usines pour produire des choses, des solutions biologiques directement dans le champ. Donc elles vont être sous l'influence de la complexité de leur environnement pour pouvoir le faire. Donc c'est beaucoup plus difficile pour elles par rapport à ce qu'on peut faire en usine où tout est contrôlé, on peut les mettre dans des bonnes conditions pour produire. Donc ça, c'est vraiment une des choses de difficulté à comprendre qui demande beaucoup plus d'ingénierie en fait pour mettre les micro-organismes dans des bonnes conditions quand elles sont en champ. Et c'est pas évident de le faire. Et du coup, une des secondes limitations, c'est que du coup, pour ces tests en champ, ça va coûter assez cher parce qu'il va falloir tester plein de zones géographiques dans des sols différents, avec des plantes différentes. Et donc, en fait, ça a un coût assez fort pour tester ces solutions en conditions réelles d'application au champ telles que les agriculteurs vont les utiliser. Est-ce qu'il y a aussi un effet de variabilité entre le laboratoire et l'échelle laboratoire et l'échelle industrielle aussi? Alors, à l'échelle industrielle, pour les produire dans des usines aussi, il y a aussi des difficultés. Quand on est dans un laboratoire, on peut tout contrôler de manière très fine. Et quand on passe en industrie, où il va falloir les produire dans des fermenteurs de plusieurs milliers de litres, on ne peut pas tout contrôler aussi finement. Et ces micro-organismes qui parfois ont appris à vivre et ont évolué dans le sol, dans un environnement ouvert, là on les met dans des contraintes à l'intérieur d'une usine. Il y a tout un travail de domestication qui n'est pas évident. Il faut comprendre comment les mettre dans des bonnes conditions pour qu'ils expriment les activités biologiques d'intérêt. Ok, donc principal verrou, maîtriser ces micro-organismes dans toutes les conditions. Est-ce que, Damien, tu as aussi des verrous à partager? Oui, alors dans le domaine de l'innovation en alimentation, il y a plusieurs verrous qu'on retrouve autour des innovations à travers la fermentation. Le premier verrou, c'est peut-être tout simplement les contraintes de capacité de production, en Europe en particulier. Pour pouvoir produire des ferments en grande quantité et des produits fermentés, il faut des capacités industrielles de fermentation très importantes. Les difficultés qu'on peut rencontrer à l'échelle européenne sont de deux types. Bon, d'abord, avoir ces capacités de plusieurs centaines de mètres cubes de fermentation, c'est pas si trivial. Ensuite, il y a des difficultés parfois à accéder à la biomasse agricole qui permet de produire les ferments et de soutenir la fermentation, puisque ces micro-organismes ils poussent en présence de carbone qui sont issus principalement du maïs, de la betterave et du blé. Donc il y a un sujet d'accès à la biomasse, il y a un sujet de capacité industrielle. Et puis, il y a tout simplement aussi un sujet réglementaire en Europe qui est assez marqué, puisque
beaucoup de ces innovations aujourd'hui sont soumises à des processus d'évaluation qui sont longs, qui sont coûteux, qui peuvent parfois aboutir au fait que le produit innovant n'arrivera pas sur le marché faute de temps ou de moyens de la part de la start-up ou de l'entreprise qui l'a proposé. Donc là, il y a un sujet de compétitivité à l'échelle européenne, puisque on constate qu'aux États-Unis en particulier, mais aussi en Asie, les conditions de mise sur le marché sont beaucoup plus simplifiées qu'en Europe. Donc il y a ces deux aspects-là qui sont assez structurants pour la capacité à accélérer l'innovation autour des ferments en Europe. Et puis, il y a un dernier point que je cite très rapidement, qui est la perception et l'acceptabilité consommateur. Puisqu'en fait, certains des produits les plus disruptifs vont bien sûr, j'imagine, comme dans beaucoup de cas d'innovation de rupture, se heurter à des a priori, à des filtres possibles selon les populations, selon les pays. Et donc, il y a aussi un accompagnement et une pédagogie à faire. Donc, pour moi, pour conclure, ce qui est important, c'est que l'effort que peuvent mettre, y compris les pouvoirs publics, sur un programme comme Ferment du futur, qui est financé à hauteur de 50 millions d'euros par l'État, doit être cohérent avec une évolution du cadre opérationnel en Europe, que ce soit d'un point de vue technique, réglementaire, et que tout ça aille dans la même direction pour rendre ces innovations plus impactantes à l'avenir. Et une des solutions, un des paramètres qui ressort de ces différents verrous, ça va être la donnée. Car derrière, quand on a préparé la table ronde, vous disiez que derrière chaque essai, chaque fermentation, chaque microbiome, ce sont des milliers d'informations qui sont générées. Et donc, quel est l'état des connaissances, Rémi, sur la donnée liée aux micro-organismes, avec des usages agro du coup? Alors le niveau, il est massif et il est faible en même temps. C'est-à-dire il est massif, on a un accès à la donnée qu'on a actuellement qui est colossal du fait des nouvelles techniques de séquençage. Donc on arrive à savoir qui sont ces micro-organismes, qui sont présents, en quelle quantité. On peut avoir un accès à leur génome, donc comprendre quelles sont les fonctionnalités, qu'est-ce qu'ils sont capables de produire et de faire. Mais en fait, c'est assez faible en même temps, la connaissance qui est issue de ces données, parce qu'on n'a pas, quand on les mesure par du séquençage ou autre, on voit qui est présent, ce qu'il est capable de faire, mais on ne voit pas les liens entre eux. Et en fait, il y a une partie de compréhension des liens entre ces micro-organismes, quelles sont leurs fonctions dans cette niche écologique, comment ils interagissent. Et là, on est encore un peu faible. Et donc là, il y a beaucoup de recherches, notamment à faire pour bien comprendre ces liens-là et avoir des outils en fait, pour exploiter ces liens, comprendre ces liens à travers les données qu'on génère. Ouais. Et Damien, est-ce que tu aurais un insight sur les différents verrous liés à justement l'exploitation de cette donnée? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas davantage à les utiliser, à les exploiter aujourd'hui? Oui, alors il y a pas mal de raisons. Donc, en tout cas, les données en microbiologie, c'est évidemment un enjeu très très fort pour les années qui viennent. Je rejoins ce que dit Rémi. On le résume en disant souvent que c'est l'opportunité pour nous de passer d'une approche très empirique en ferment et en alimentation fermentée. En gros, essai-erreur, ce qui est la technique d'exploration qu'on a actuellement depuis maintenant des siècles, à quelque chose de beaucoup plus prédictif en s'appuyant sur les données, effectivement, pour permettre d'anticiper le comportement des micro-organismes, de mieux contrôler leurs interactions de façon à atteindre une fonction qui peut être une fonction santé, une fonction sensorielle, un effet dans la protection des cultures. Voilà, il y a plein de fonctions possibles. Aujourd'hui, les contraintes auxquelles on est exposé, c'est d'abord que ces données, elles sont malgré tout très complexes. On parle du vivant. Donc le vivant, ce n'est pas que des génomes, c'est aussi la façon dont le génome s'exprime, comment il s'exprime au cours du temps, dans le process, au contact de différents milieux, et puis une fois que le produit est terminé, dans le temps de la conservation. Donc cette lecture un peu longitudinale dans le temps, dans l'espace, de la façon dont s'expriment les micro-organismes dans un aliment, par exemple, ou au champ, c'est pareil. C'est quelque chose qu'on a encore du mal à apprécier parce que les données dont on dispose intègrent rarement l'ensemble de ces différents éléments. Et quand bien même ils les intègrent, ce qu'on essaye de faire dans le cadre de Ferment du futur en développant un entrepôt complet depuis l'analyse du génome jusqu'au produit fini, on est sur des approches multi-échelles dans le temps qui vont challenger les modèles statistiques dont on dispose et qui vont pour le coup nécessiter de recourir à de l'IA pour permettre d'agréger des données extrêmement complexes, hétérogènes et de tirer une forme de logique à travers des algorithmes qui permettent effectivement de comprendre la richesse de ces éléments et de soutenir des stratégies d'innovation. Donc là, il y a un vrai sujet sur les données, leur complétude, si je puis dire,
la capacité à développer des pipes d'analyse qui soient réellement performants par rapport aux questions qu'on se pose. Et tout ça passe en particulier, et je crois que Rémi, tu l'as dit aussi, par une une construction des bases de données qui se veut la plus précise possible, non seulement la donnée, mais tout ce qui environne la donnée, donc tout ce qu'on appelle les métadonnées, les ontologies, tout ce qui permet d'exploiter correctement des jeux de données. Ça, c'est extrêmement important pour que derrière les modèles soient les plus précis possibles lorsqu'il va falloir faire des prédictions. Justement, en parlant des modèles, Rémi, vous me disiez qu'il en existait plusieurs. Il n'y a pas uniquement l'IA. Je vois qu'il y a écrit IA de la joie là-bas, typiquement, on le voit partout. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu quelles sont les technologies disponibles pour exploiter cette donnée qu'on a en masse de la manière la plus efficace possible finalement? Ouais, effectivement, il y a plusieurs technologies qui se développent pour essayer de faire des modèles prédictifs à partir de l'ensemble de cette donnée. Un des types de modèles, c'est ce qu'on va appeler des modèles mécanistiques. Donc là, on va injecter, comprendre quelles sont les lois de la biologie, de la physique, de la chimie. On sait comment fonctionnent les choses et on peut faire des modèles mathématiques à partir de ces lois-là. Il y a un autre type qui est ce qui est basé sur de l'IA, donc qui peut être de la biostatistique aussi, qui est un dérivé, qui là va être par contre à partir d'un apprentissage à partir des données, mais sans savoir forcément quels sont les mécanismes derrière. Donc il y a des avantages et des inconvénients sur les deux systèmes. Il y en a un où on va pouvoir comprendre finement et il y en a un autre où on va pouvoir apprendre très rapidement sur des données massives, mais sans forcément aller derrière sur les possibilités de comprendre. Et donc il y a des modèles qui se développent maintenant de plus en plus, qui sont des modèles hybrides, où on va utiliser la force de l'un ou de l'autre, du modèle mécanistique pour comprendre ce qui se passe et de l'IA pour très vite être capable de collecter et de valoriser l'ensemble de ces données pour enrichir les modèles mécanistiques. Est-ce que tu aurais un exemple concret d'utilisation d'un modèle mécanistique ou d'un modèle d'IA appliqué aux biotech? Par exemple, au niveau pour comprendre le métabolisme des micro-organismes, donc qu'est-ce qu'ils vont être capables de manger et qu'est-ce qu'ils vont être capables de produire. Bon, on a énormément de connaissances, surtout depuis les années 60, sur la biochimie, le fonctionnement des enzymes au sein des micro-organismes. Donc là, on peut faire des modèles mécanistiques qui ont un très haut pouvoir prédictif sur ces enzymes-là, sur leur fonctionnement. Et puis, des fois, on va vouloir faire un peu d'innovation, on va vouloir tester de nouvelles enzymes, trouver des nouvelles enzymes, explorer des espaces de solutions, il n'y a pas forcément encore de connaissances. Là, on va pouvoir utiliser des modèles d'IA qui vont pouvoir générer, proposer des nouvelles structures, par exemple, de protéines, d'enzymes, pour pouvoir avoir des choses innovantes sur le métabolisme d'un micro-organisme. D'accord, merci beaucoup. Et pour toi, Damien, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'approche partenariale, que ce soit celle de Ferment du Futur ou de manière générale, qui permet de déployer ces solutions, ces différents modèles et d'exploiter la donnée le plus possible? Ouais. Je pense effectivement que l'approche partenariale, souvent, elle s'impose d'elle-même, puisqu'en fait, le sujet est tellement complexe qu'il faut travailler ensemble. Même les grands groupes qui sont dans Ferment du Futur reconnaissent qu'on a besoin du collectif, de la recherche académique, des données industrielles, pour essayer ensemble de faire parler ces données qui sont massives et faire en sorte qu'on en tire une valeur et un impact pour la société. Donc le constat, il est là. Dans Ferment du Futur, on y travaille à travers une approche relativement simple. Donc on part vraiment des besoins au niveau innovation, au niveau industriel, parce que l'IA, c'est un outil, c'est une technologie, les données en général. Mais qu'est-ce qu'on vise comme réponse en priorité? Donc dans le domaine de Ferment du Futur, c'est beaucoup une innovation autour de la fermentation qui soit bonne pour la santé, qui soit peu impactante pour l'environnement, qui soit goûteuse pour le consommateur qui ira consommer le produit, le reconsommer que s'il prend du plaisir. Toutes ces notions-là, il faut les traduire sous forme de variables et de paramètres et ensuite aller travailler sur des modèles prédictifs pour voir quel type de micro-organismes pourront être assemblés avec quel type d'aliments pour apporter ce type de solution. Et c'est très compliqué, puisqu'en fait, c'est le vivant. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans un fermenteur au cours du temps, entre le ou les micro-organismes et le milieu de culture, qui peut être du lait, qui peut être des céréales, comme je disais tout à l'heure. Donc on a besoin de travailler ensemble. On a besoin de développer des modèles de plus en plus prédictifs, de plus en plus sensibles, effectivement, et de plus en plus précis pour pouvoir limiter ensuite
le recours à l'expérimentation sur la paillasse ou à l'usine, qui est longue et coûteuse globalement. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi d'ouverture des données. C'est-à-dire que pour rendre ça possible, il faut définir des conditions qui permettent à des entreprises, à des startups et à des labos académiques de mettre en commun leurs données pour travailler ensemble. Finalement, plus on a de données de qualité, bien structurées, interopérables, il y a des sujets très importants de gestion des données, plus on sera dans la capacité de développer rapidement des modèles performants et d'accompagner les stratégies d'innovation. Et sincèrement, je pense qu'on est vraiment au balbutiement de ces développements. Même les industriels les plus équipés en termes de bioinformatique, de data, ont encore du mal à voir comment l'exploiter au mieux. Ils ont besoin d'appui, on a besoin de travailler ensemble et c'est l'objet de programmes comme Ferment du futur. Donc l'approche partenariale permet d'avoir un accès partagé à différents types de données, une forme d'open source accélérée finalement. Rémi, tu avais aussi un exemple, je crois, de partenariat que Amine a mené ces dernières années. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot ? Dans le côté alimentaire, donc on a un partenariat avec deux entités belges, une société Puratos et l'université de Jugend. Donc la Belgique a un savoir-faire en fermentation qui est historique, qui est très fort. Et donc du coup, il y a un projet qui est basé sur justement comment exploiter ces génomes, où ils ont séquencé plus de 1000 génomes de micro-organismes qui ont été isolés dans des matrices alimentaires pour pouvoir les caractériser, prendre toute cette donnée. Et nous, on a mis en place la base de données nécessaire pour faire des modèles prédictifs. Et donc cette base de données, elle s'appelle Strain Insight et elle peut être accessible via l'université de Jugend. Et donc nous, on a mis l'infrastructure logicielle derrière pour pouvoir gérer cette base de données, interroger, questionner pour des chercheurs qui veulent développer des nouveaux ingrédients, comment trouver des nouveaux ferments, des nouveaux ingrédients innovants. Donc voilà, un exemple de partenariat qu'on a pu mener. N'importe quel chercheur donc, peut avoir accès à cette plateforme ? Alors, il me semble que oui, tout à fait. Je crois que via Jugend, à vérifier, mais ils doivent avoir accès, tout à fait. Il faut qu'ils viennent en entreprises. Ouais. Et donc, toutes ces avancées technologiques et partenariales montrent à quel point la donnée est devenue un levier central pour l'innovation microbienne. Mais si l'IA et ces modèles ouvrent de nouvelles perspectives, elles soulèvent aussi des nouveaux défis, forcément. Et donc, Rémi, l'IA accélère la R&D pour les biotechnologies, mais tu me disais que l'empreinte environnementale pouvait être colossale quand il s'agissait d'exploiter des quantités énormes de données. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment on pourrait concilier ces puissances de calcul avec sobriété ? Il y a une vraie question pour beaucoup d'industriels qui peuvent avoir beaucoup de données ou qui veulent ne pas louper le coche de ce développement de l'IA. Donc, ils se posent des questions de comment l'utiliser. Et effectivement, il y a quand même, faut être conscient des limites de ce que ça peut demander. C'est des modèles qui vont demander beaucoup de données. Donc, ça peut pousser à une inflation de toujours générer beaucoup de données. Donc, il y a un coût environnemental quand même significatif de gérer cette donnée. Et après, la puissance de calcul aussi pour l'apprentissage de ces modèles, pour faire les prédictions ensuite, ont un coût énergétique. On voit les data centers qui explosent un peu partout pour faire tourner ces types de modèles, alors qu'ils sont vraiment des très gros modèles pour ce qui est plus comme des modèles de langage, ChatGPT ou autre. Mais un des points qu'on voit souvent, c'est que, comme je disais, il y a d'autres types de modèles aussi qui sont mécanistiques, qui globalement sont 1000 fois moins coûteux en énergie, qui souvent sont même presque plus précis. Donc en fait, la première étape, souvent, c'est de ne pas utiliser l'IA, d'utiliser des modèles mécanistiques qui sont performants, ce qu'on développe notamment à IMIN. Ça répond à 80% des questions. Et puis par contre, il y a 20% pour lesquels là, il faut quelque chose de plus musclé ou différent comme approche. Et là, les modèles d'IA peuvent être utiles. Donc c'est toujours dans une approche sobre, je dirais. C'est premièrement, est-ce qu'on peut faire autrement ? Et puis, dans un deuxième temps, s'il y a besoin, on y va. Et on voit comment on a une stratégie sobre pour aller sur ce type d'outils. D'accord, donc plusieurs approches possibles. Et Damien, à quel point l'IA peut apporter des réponses aux verrous des biotechnologies agroalimentaires ?
Ouais, alors je suis d'accord avec ce que disait Rémi. L'IA, c'est une technologie parmi d'autres qui n'est pas forcément nécessaire et pas forcément souhaitable du fait notamment des enjeux écologiques, mais aussi de souveraineté, etc. Donc il y a différents types de modèles qui existent. Nous, dans Ferment du futur, on explore pas mal les modèles hybrides dont parlait Rémi. Et pour moi, en fait, de façon assez basique, il va falloir, les bonnes données, on l'a dit, on l'a redit, et c'est très important. Il faut aussi les bonnes compétences. Donc Rémi représente une start-up. Il y a aussi des labos académiques qui travaillent beaucoup sur les développements de modèles, qui soient mécanistiques, hybrides, d'IA, etc. Et en fait, ces communautés de Matinfo publiques, elles croulent sous les demandes. Il y a une envolée lyrique que vous pouvez imaginer en termes de sujets d'application dans le spatial, en médecine, dans l'énergie, dans la mobilité, dans plein de sujets. C'est pas si simple d'intéresser des chercheurs et des équipes de Matinfo à se plonger, par exemple, dans le vivant, qui est un sujet de complexité et d'imprédictibilité majeure. Donc, on a besoin de mobiliser les chercheurs compétents sur le sujet, de leur fournir des bonnes données, de créer ces conditions d'un partenariat public-privé qui soit réussi, où chacun joue le jeu, conscient que finalement, c'est dans la mutualisation qu'il y aura le maximum de solutions. Sur la partie sobriété énergétique dont parlait Rémi, il y a aussi cet enjeu de mutualisation. Par exemple, à l'échelle des organismes de recherche, je sais qu'il y a des discussions pour que chacun n'ait pas ses calculateurs et ses nœuds de calcul, mais qu'il y ait une mutualisation à l'échelle des différents organismes. Tout ça doit participer à une gestion raisonnée de l'IA, qui dans certains cas, effectivement, peut être très pertinent, mais qui parfois n'est pas nécessaire par rapport aux enjeux qui sont identifiés. D'accord. Donc, ne mettons pas l'IA à toutes les sauces. Et avant de passer maintenant à la session de questions-réponses, est-ce que vous auriez chacun un mot pour conclure, un message important que vous souhaiteriez faire passer aux auditeurs sur votre société, sur l'avenir des modèles et des données dans les biotechnologies? Ouais. Je pense que sur la biologie a eu une révolution sur la donnée, grâce au séquençage notamment ces 20 dernières années. Et donc là, la prochaine révolution sur les 10-20 ans qui viennent, c'est vraiment sur les modèles prédictifs. Et tout l'enjeu de la société IMIN, c'est d'être un acteur majeur dans ce développement des modèles prédictifs. Donc nous, on développe une des technologies de modèles mécanistiques très sophistiqués, de haute qualité, très prédictifs. Et donc, nous, c'est l'enjeu de devenir un acteur majeur de cet écosystème-là pour qu'il y ait le maximum d'industriels qui puissent avoir accès à cette technologie, donc de la rendre disponible le plus simplement possible pour eux, même si la techno, en fait, est sophistiquée à mettre en place. Et ça, c'est notre job de s'en occuper. Et on a vu des beaux exemples avec Puratos. Et pour toi, Damien ? Pour moi, l'enjeu, il est vraiment de continuer à travailler sur le continuum recherche-innovation, en multipliant les dispositifs qui permettent aux chercheurs de dialoguer avec les industriels et réciproquement. Puisqu'en fait, c'est dans cette chaîne de valeur qu'on va finir par trouver la juste place des data et de l'IA dans les stratégies d'innovation. C'est pas si simple, on a besoin de s'acculturer les uns aux autres, de travailler ensemble dans la durée, de voir des success stories, de faire en sorte qu'il y ait des beaux exemples qui émergent et qui donnent envie de poursuivre l'effort. Ça vient aussi attaquer un certain nombre de dogmes sur des enjeux de propriété de données, par exemple, de mise en commun de capacités de calcul, ce genre de choses. Mais je pense vraiment que c'est le sens de l'histoire et c'est ce qu'on essaie de pousser dans Ferment du futur, avec la volonté de continuer à développer ce consortium, donc, qui est ouvert à toutes les bonnes volontés, publiques comme privées, dans les années qui viennent. Merci pour ces deux messages qui sont bien passés. Est-ce qu'il y aurait des questions à poser à nos deux intervenants avant de clôturer la journée et prendre l'apéro, justement? Il y a un micro qui peut circuler, je crois. Est-ce qu'il y a des questions? Ça a été très clair. Ou alors vous en avez marre, je ne sais pas. Ouais. Bon, super. Je pense qu'on peut s'arrêter là. On peut applaudir nos intervenants. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Et puis merci d'être venus à Big.